Voilà, alors j'imagine que tout le monde est bien installé. Jean-Michel Bélanger est toujours là, ce que je vois, Régis également. Bonjour à ceux qui étaient là. Merci d'être parmi nous pour cette 5e édition du Forum européen de bioéthique. Alors le sujet qu'on va aborder dans quelques minutes, il est un petit peu dans le prolongement du précédent. Après avoir abordé la question de la santé, est-ce que c'est un droit ou est-ce qu'on a juste droit aux soins? On va maintenant se demander si la santé, c'est une question de justice ou de charité. Et donc, avec nous, pour en parler, vous voyez, on a un très très beau plateau. Et je vais demander aux uns aux autres de se présenter, à commencer par notre grand témoin, Olivier Meyer. Micro. Je suis grand témoin aujourd'hui pour ce thème. Et donc, je viens du lycée Jeanne d'Arc à Mulhouse comme ma camarade qui a présenté avant le dernier sujet. Très bien. Et pourquoi elle choisit ce sujet? Parce que ça fait un petit peu bac philo quand même. Moi, ça m'intéressait particulièrement parce que j'avais déjà quelques idées, quelques opinions par rapport à ça. Donc je voulais bien approfondir le sujet pour vous en parler. D'accord, c'est super. Et bien à côté de vous? Bonjour à tous, je m'appelle Jean Matos, je suis chargé de mission à l'archevêché de Rennes auprès de Monseigneur Pierre Dornelas, qui est le représentant, si vous voulez, de l'Église catholique au niveau du débat en France sur les questions autour de la fin de vie, de la bioéthique, etc. Donc d'une part, je l'assiste dans ce rôle-là, et puis d'autre part, j'interviens en tant que formateur, consultant, personne ressource pour l'ouest de la France. Et par ailleurs, j'interviens aussi dans le cadre du comité d'éthique et autres. Et enfin, je suis membre de l'équipe doctorale d'un certain Emmanuel Hirsch, c'est présent. Je travaille sur la décision médicale en néonatologie. Très bien. Et puis Jean-François Mattei, on va faire semblant de ne pas vous connaître. Non, mais je suis très content de me retrouver à nouveau parmi vous, fidèlement, depuis le début, chaque année. C'est toujours plaisir, je l'ai déjà dit, à rencontrer les Strasbourgeois. Donc, je dis très vite que je suis médecin pédiatre et généticien, que j'ai été ministre de la Santé, ce qui me permettait tout à l'heure du fond de la salle de bouillir intérieurement sur le débat qui avait lieu, mais je suis tu et resté tranquille pour ne pas confisquer ce débat. Et naturellement, puisque j'ai été aussi le président de la Croix-Rouge française, je me suis beaucoup interrogé sur ces questions charité, justice. J'inverse les termes, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai créé aussi sur le modèle de l'espace éthique de Paris créé par Emmanuel Hirsch, un espace éthique méditerranéen à Marseille où je continue d'intervenir. Merci. Et puis Bernard Berthier. Alors Bernard Berthier, j'ai été mis à la retraite à l'insu de mon plein gré, comme disait ce cycliste français célèbre depuis peu. J'étais professeur à l'université de Genève. En partie, je suis philosophe, donc en partie au département de philosophie, en partie en faculté de médecine, où je m'occupais de bioéthique. Je suis encore actuellement, j'ai quelques activités qui restent, dont notamment le comité d'éthique de l'INSERM, ce qui me permet d'aller à Paris tous les mois. Et puis quelqu'un de très fidèle aussi au Forum de bioéthique depuis le début, comme Carsten Lemkuller également. Oui. Merci, donc je m'appelle Carsten Lemkuller. J'enseigne l'éthique à la faculté de théologie protestante à l'université de Strasbourg. Vous savez, le public strasbourgeois sait bien évidemment que l'université de Strasbourg, c'est une spécificité, a donc 2 facultés de théologie, catholique et protestante. Et j'enseigne donc au sein de la faculté de théologie protestante à Strasbourg. Et je suis aussi depuis la première fois, je pense, au forum avec grand plaisir. Depuis le début, oui. Emmanuel Hirsch. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de l'invitation dans ce lieu emblématique de la réflexion éthique. On est très honoré quand on vient ici. Et donc, je dirige le département de recherche en éthique de l'Université Paris-Sud et l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France. C'est vrai, Jean-François Mattei évoquait notre partenariat, voire notre compérage. Le 2e espace éthique national qui a été créé, régional qui a été créé, c'est à Marseille. Et dans toutes les régions, y compris ici à Strasbourg, il y a un espace éthique de Strasbourg qui est extrêmement dynamique. Voilà. Et puis beaucoup d'ouvrages aussi, Emmanuel. Les ouvrages que tu publies, les ouvrages qui sortent de l'espace éthique. Ça, c'est très important sur les questions de bioéthique, parce que très souvent, on nous demande où est-ce qu'on peut trouver des ouvrages sur la thématique de bioéthique. Je crois que si on regarde sur l'espace éthique d'Île-de-France, c'est vrai qu'il y a énormément de documentation qui sort. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure, donc, justice ou charité. Alors, il faut savoir que le principe du forum de bioéthique, c'est que même quand on pose un thème ou un titre, on a le droit
de le regarder autrement, de l'inverser, de dire à la tribune qu'on n'est pas d'accord. Et je crois que c'est un petit peu ce que nous allons entendre aussi avec Jean-François Mattei, qui va commencer cette table ronde pour nous parler de la justice et charité, mais dans l'autre sens, je crois. Et pas pour des raisons neutres, d'ailleurs. Pas pour des raisons neutres, pour des raisons historiques. Entre charité et justice, je vais essayer devant vous d'illustrer l'évolution des idées qui vont de la vertu de charité au principe de justice. Et je voudrais le faire non pas du tout dans un but prosélyte, mais je voudrais le faire au travers d'un prisme religieux, car les grandes religions ont toutes développé une très grande attention aux personnes vulnérables, en mettant en avant la nécessaire charité pour leur venir en aide. C'est une préoccupation commune, et l'un des exemples les plus significatifs que presque tout le monde connaît demeure la parabole du bon samaritain dans l'évangile de Saint Luc. Alors sur ce sujet, il serait évidemment intéressant de reprendre l'analyse des textes fondateurs de l'Ancien Testament, du Nouveau, mais rassurez-vous, je vais préférer plutôt que l'exégèse concentrer mon propos sur des éléments historiques avérés pour tenter de comprendre l'évolution qui conduit de la charité à la justice. Alors cette année, le Forum européen de bioéthique a retenu la thématique de la santé. Je voudrais commencer en soulignant que les malades font partie des personnes vulnérables qui méritent toute notre attention au même titre que les pauvres, les détenus, les migrants, les victimes, les personnes isolées d'une façon générale, que ce soit les veuves, les orphelins, les personnes âgées ou handicapées. Très tôt, les premiers diacres eurent pour mission d'aller au-devant des pauvres, des malades, afin de leur procurer le nécessaire. Mais je voudrais vous rappeler la tradition judéo-chrétienne qui accordait à l'assistance aux pauvres, malades et vulnérables, un statut sanctifiant. Satisfaire à l'exigence d'aider son prochain victime de la pauvreté ou d'une maladie était la condition du salut. Et la charité n'était donc pas seulement un devoir moral, c'était aussi une démarche spirituelle. Cette idée est importante car elle est à l'origine des critiques qui, au fil du temps, donnaient de la charité une interprétation réductrice et même péjorative. Et pour résumer, il faut avoir ces pauvres, ces malades, pour être charitable et gagner le ciel. C'est l'idée qui a prévalu pendant longtemps. Au demeurant, les pauvres ne manquaient pas, car la société antique était particulièrement inégalitaire et il n'existait aucun service officiel d'assistance. Et la charité chrétienne est donc devenue, de fait, une véritable institution de l'Église au service de la société tout entière. Et puis, je passe au IVe siècle, on a vu se multiplier les édifices à finalité charitable, les hospices, les hôpitaux, les établissements pour femmes, les pauvres, les pèlerins, et l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem illustre bien que le soin aux malades est une action charitable, et cet hôpital est d'ailleurs à l'origine de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean. De son côté, Basile de Césarée édifie aux portes de sa ville des bâtiments où les voyageurs sont hébergés, nourris, les malades reçoivent des soins et les pauvres trouvent du travail et ainsi l'occasion de gagner quelque argent. Je cite cet exemple qui me paraît essentiel car il permet de réaliser que le champ social et le champ sanitaire étaient intimement mêlés et expliquer pourquoi ils se sont séparés au fil des progrès de la médecine prendrait trop de temps, mais je voulais le faire pour vous montrer qu'il est urgent aujourd'hui de réassocier le sanitaire et le social, et c'est assurément une des idées fortes d'aujourd'hui. Le fait est qu'à l'époque, l'engagement au service des malades s'est développé jusque dans les villages pour couvrir l'ensemble du territoire. Les maisons d'accueil se sont multipliées, telles que les maladreries rurales ou les hôtels-dieux urbains. Bref, la santé, au travers de la prise en charge des maladies, relève de la charité. À la fin du Moyen-Âge, alors je saute 10 siècles pratiquement, plus on entre dans la période dite moderne,
et plus la notion de pauvreté va quitter la sphère théologique pour rejoindre le terrain politique, ne serait-ce qu'en raison des problèmes de sécurité et des problèmes du vivre ensemble dans des conditions parfois difficiles. La réforme religieuse et la réforme humaniste, pratiquement simultanées, vont se conjuguer pour poser les enjeux en termes nouveaux. La pauvreté, comprise comme une maladie sociale, dégrade l'homme et n'est plus supportable. Il ne s'agit plus seulement d'assister les pauvres et de satisfaire leurs besoins élémentaires, il faut combattre la pauvreté elle-même et en extirper les racines. Les deux réformes, protestantes et catholiques, je suis bien entouré pour le dire, portent un jugement critique sur les pratiques de la charité médiévale, accusées de contribuer à la propagation d'une situation dangereuse associant pauvreté et insécurité. La notion de vertu attribuée à la charité et à l'aumône, jusque-là postulée, est considérée comme allant à l'encontre de la vertu du travail. Et le nouveau modèle d'assistance qui se dessine alors correspond à la volonté des autorités civiles de gérer cette question sociale. On a donc une refonte totale de l'assistance qui est réalisée aux alentours de 1620-1625, et sa caractéristique est de reposer sur l'intervention de la puissance publique, qu'il s'agisse de l'État ou des municipalités. Et c'est dans ce contexte qu'on assiste peu à peu à la laïcisation des hôpitaux, avec le symbole de l'Hôtel-Dieu de Paris, qui, en 1605, change de direction. C'était des moines, et on confie la direction à une commission de 8 bourgeois. Petit à petit, s'impose l'idée que l'hospitalisation doit être considérée comme un service public. L'Église conserve un rôle important, mais commence elle-même à développer une nouvelle idée de la charité. Et une étape très importante est franchie dans la deuxième partie du siècle des Lumières, lorsque la charité chrétienne cède la place à un esprit nouveau qui remet en cause les pratiques anciennes. Le contexte général de l'époque, déchristianisation, laïcisation, joint à la volonté de rationalisation et de progrès des Lumières, commence à tracer les nouveaux contours de l'aide au prochain, je devrais dire, l'aide à l'autre. C'est désormais dans le bonheur et non dans la souffrance que l'homme peut s'épanouir. Et la charité traditionnelle, inséparable de la perspective du salut chrétien, se trouve en quelque sorte disqualifiée. La sollicitude réside désormais dans la suppression du malheur humain et non dans son accompagnement charitable. Et le XVIIIe siècle va s'achever avec la Révolution française, qui remplace charité par fraternité sur les frontons de la République. Avec la référence à l'égalité juste à côté, s'impose l'idée de la justice. D'autant que la révolution industrielle amplifie le sentiment d'injustice responsable de la pauvreté. Dans les banlieues sordides, on voit s'ouvrir des écoles, des centres d'apprentissage, des ouvroirs, des hôpitaux, des hospices, et, très nouveau, des patrons, catholiques et protestants, précurseurs de ce qui va devenir le patronat chrétien, s'engagent pour améliorer les conditions de logement de leurs salariés et créer des jardins ouvriers. Ces nouveaux champs d'action accompagnent un changement de mentalité. L'expérience de terrain entraîne une nouvelle hiérarchie des objectifs missionnaires. C'est le message que va délivrer William Booth. William Booth, considéré comme l'inventeur de l'armée du salut en 1890, dit la chose suivante. À quoi bon prêcher l'évangile à un homme qui n'a pas mangé depuis la veille et qui n'a pas 3 sous en poche pour se payer un abri la nuit prochaine? Et il est l'auteur, dit-on, du fameux slogan « Soup, soap, salvation », ce qui veut dire « soupe » d'abord, « savon » ensuite, et le salut en 3e, montre bien que la lutte contre la pauvreté, et j'inclus la maladie naturellement, est la condition préalable nécessaire, certes, à toute évangélisation, mais beaucoup plus loin, à tout respect humain.
Et d'une certaine façon, William Booth va introduire la légitimité de la lutte contre la pauvreté pour elle-même, au nom des droits de l'homme, au rang desquels figure évidemment le droit d'être soigné. D'autres chrétiens vont aller beaucoup plus loin encore. Certains vont s'engager sur le terrain politique, qui devient un accomplissement de l'acte charitable. C'est la source de la démocratie chrétienne. D'autres vont s'engager sur le terrain social et syndical pour des raisons voisines. C'est ce qui va donner naissance aux syndicats de travailleurs chrétiens. Et on voit donc se dessiner, au milieu du XIXe siècle, les contours du grand débat qui va traverser les églises des pays industrialisés. La lutte contre la pauvreté relève-t-elle du devoir chrétien de charité ou est-elle d'abord une question de justice? C'est bien un conflit entre deux manières de lier foi et vie sociale. Et là, je voudrais suivre le cheminement de certaines encycliques pontificales qui vont montrer combien les idées évoluent. La première qui est déterminante, c'est Rerum Novarum de Léon XIII en 1891, qui est l'aboutissement de tous ces débats. Et cette encyclique va jeter les bases d'une doctrine sociale de l'Église catholique, et elle va se prononcer sur la condition des ouvriers. Je cite cette encyclique une phrase: « Que le riche et le patron se souviennent qu'exploiter la pauvreté et la misère, spéculer sur l'indigence, sont choses que réprouvent également les lois divines et les lois humaines. » Cette prise de position du pape Léon XIII sur les questions sociales est une première. Il dénonce la condition des travailleurs, demande pour eux un juste salaire, et pour Léon XIII, la misère imméritée des ouvriers est de la responsabilité des patrons, c'est un scandale. Et l'encyclique va esquisser la définition du juste salaire, va nommer la responsabilité de l'État, son devoir d'intervention, va défendre l'exigence des syndicats aux côtés des anciennes corporations. Et vous le voyez, cette encyclique, elle dépasse l'opposition traditionnelle, et donc le titre de notre table ronde est certes accrocheur, mais il dépasse l'opposition entre charité et justice pour attester que leur caractère est indissociable. On ne peut pas dissocier la charité de la justice. Et de leur côté, les protestants ne sont pas en reste, puisque l'Église méthodiste va publier en 1908 son credo social. Et en Europe, comme aux États-Unis, apparaît le christianisme social qui va concilier l'espérance sociale et religieuse. La charité ne saurait se passer de justice. Autrement dit, on peut dire quand même que le chemin parcouru au cours du XIXe siècle est considérable. Et il faut attendre une nouvelle encyclique, Populorum Progressio, de Paul VI en 1967, pour trouver un prolongement à cette philosophie qui continue d'évoluer. L'Église est préoccupée de cette évolution à cette époque, 1967. La décolonisation se termine, Vatican II s'est achevé, le développement est considéré comme le synonyme de la paix. L'idée selon laquelle l'homme n'est vraiment homme que lorsqu'il est en mesure d'être maître de ses actions, lorsqu'il est lui-même l'auteur de son progrès. Cette idée fait son chemin et souligne que tout programme qui est fait pour augmenter la production n'a de sens que si elle est au service de la personne. Produire pour améliorer la condition des personnes. Il s'agit de réduire les inégalités, de combattre les discriminations, de libérer l'homme de ses servitudes, le rendre capable d'être lui-même l'agent responsable de son mieux-être, de sa bonne santé, de son progrès moral et de son épanouissement spirituel. Alors en 1991, 100 ans après Rerum Novarum, Jean-Paul II publie son encyclique Centesimus Annus, et il rappelle dans cette encyclique, et il était le mieux placé parce que polonais ayant vécu les années derrière le rideau de fer, pour rappeler qu'il n'y a pas de justice là où les droits de l'homme sont violés. Là encore, le droit d'être soigné, protégé contre la maladie, apparaît comme un droit imprescriptible. D'ailleurs,
je le dis avec un peu de malice parce que c'est des souvenirs de la Croix-Rouge, c'est probablement la raison de l'affection spontanée qu'éprouvent les citoyens envers les associations caritatives et humanitaires, notamment en vocation médicale. Autrement dit, la promotion de la justice est capitale et elle ne peut venir que de l'amour de l'homme et en premier lieu du pauvre. Il s'agit d'œuvrer pour faire entrer dans le cycle du développement économique et humain les populations entières qui en sont exclues, qui sont marginalisées en payant le prix fort d'une mort prématurée ou d'une maladie invalidante. Et puis, la dernière que je veux citer, c'est celle de Benoît XVI en 2006, Deus Caritas Est, parce qu'on boucle le cycle. En réalité, Benoît XVI souligne que le chemin vers Dieu passe par la découverte de l'autre et l'entrée dans l'amour qui est soin pour l'autre. Et j'utilise le mot soin à dessein, dans le double sens anglo-saxon du cure, qui signifie traiter, et du care, qui signifie prendre soin, sujets qui seront traités d'ailleurs, je crois, ultérieurement. Donc, je ne m'appesantis pas. Le pape loue l'engagement de l'action humanitaire, mais il met en garde. Il dit que la charité, en aucun cas, ne doit être utilisée comme un moyen prosélyte, car l'amour est gratuit. En clair, le mot caritas signifie tout à la fois charité, mais davantage encore amour. Je voudrais conclure en vous disant que des origines à nos jours, le cheminement des idées que j'ai illustré par la démarche des églises, et notamment de celles que je connais le mieux, parce qu'en définitive, c'est un fil tendu pendant 2000 ans. On a du mal à trouver un autre fil pour expliquer l'évolution des idées. Eh bien, cette évolution, elle s'est faite à partir de 3 approches. 1, en évoluant de la simple assistance vers un accompagnement pour le retour à l'autonomie de la personne aidée. En termes de santé, ça veut dire guérison et retour à une vie normale. 2e approche, en ne s'attachant pas à la seule charité, mais en lui associant la justice. Et enfin, la 3e approche, en reconnaissant la place déterminante des pouvoirs publics dans la lutte contre les pauvretés et les précarités, y compris les maladies. Et disant pour les pouvoirs publics, en les citant, c'est probablement la volonté des pouvoirs publics que de marquer leur implication en introduisant le dernier terme que je vais aborder, la solidarité, qui rassemble à la fois la notion de charité, la notion de justice, mais qui en outre y associe la dimension essentielle du lien social qui doit unir tous les membres d'une même communauté. Elle comporte l'idée du devoir moral de s'entraider, et cette solidarité peut être individuelle, nationale ou internationale, et l'on perçoit bien comment le sujet pourrait être traité bien plus avant, à commencer par demain, à propos de la bientraitance, puisqu'aussi bien en parlant de santé, le souci de l'éthique n'est pas loin. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction, et j'ai vu tout de suite Carsten Lemkeler avoir envie de réagir, alors on va vous écouter. Merci beaucoup de me donner la parole, et tout d'abord je suis très admiratif d'entendre cette présentation de la part d'un médecin, mais qui est peut-être un crypto-théologien. Je ne sais pas s'il accepterait ce mot. Voilà, pour ma part, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je me limite à quelques réflexions aussi sur le titre justice ou charité, ou peut-être les deux, comme cela a été dit aussi à la fin de ce qu'on vient d'entendre. Je commence par une phrase assez célèbre de Pierre-Joseph Proudhon, que vous connaissez peut-être, philosophe économiste du 19e siècle, qui a dit une fois dans un ouvrage sur la justice, « Donnez-nous la justice et nous n'aurons pas besoin de votre charité. Donnez-nous la justice et nous n'aurons pas besoin de votre charité. » Et c'est vrai qu'on a un peu plus de peine à accepter un acte de charité que de réclamer un droit. Je pense que c'est tout à fait normal dans beaucoup de relations, par exemple dans les relations professionnelles ou dans les relations avec l'institution publique. On préfère largement pouvoir réclamer un droit que de dépendre de la charité. Mais nous savons aussi que dans les relations personnelles, c'est l'inverse. Dans l'amitié, dans la famille, tout dépend du don. Derrière le mot charité, il faut voir aussi toute la notion du don, de la gratuité.
tandis que la notion de justice fait appel à un dû. Donc justice, charité, on peut aussi utiliser les mots don et dû, ou dû et don. Et donc, comme je viens de dire, dans beaucoup de relations professionnelles ou avec les institutions, on préfère le dû. J'ai un droit à cela, tandis que dans les relations très personnelles, amitié, famille, tout dépend du don. Je ne peux jamais dire à mon ami, j'ai le droit que tu m'appelles une fois par semaine. J'ai un droit à cela. Ce serait la fin de l'amitié. Donc, mais peut-être parce que la notion de droit derrière, justement, il y a cette possibilité-là de le revendiquer, en fait. Voilà, de pouvoir revendiquer. Mais précisément dans le domaine de la santé, actuellement, nous pouvons revendiquer beaucoup de choses. Et je pense que c'est bien. Donc, je voulais juste dire que nous connaissons ces deux phénomènes, donc le dû dans les relations longues avec les institutions, ou dans la profession, et le don, la gratuité, plutôt dans les relations personnelles. Et maintenant, la question est de savoir que faisons-nous avec ça dans les soins. Et M. Mattei a de façon brillante déjà parlé d'un certain mouvement qui commence par la charité et qui trouve à un certain moment aussi la notion de la justice à l'époque moderne. Et ce mouvement est bien évidemment très important. Et ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que c'est tout à fait aussi dans l'intention de la religion et dans l'intention des églises que ce passage du don au dû ou vers le dû a lieu. Ce n'est pas du tout à l'encontre de la volonté de l'Église. Donc dès le début, l'Église ou les églises en Europe et de façon plus générale, on peut parler des religions, ont essayé de collaborer avec les institutions publiques. Déjà à l'époque, d'ailleurs dans Deus Caritas Est, le pape parle de cela, que déjà en Égypte du VIe siècle après Jésus-Christ, une vraie collaboration entre l'État et la diaconie des églises s'installe. Donc ce passage est voulu. Et on peut d'ailleurs prolonger, me semble-t-il, cette belle histoire du bon samaritain que tout le monde connaît encore un tout petit peu, même dans nos sociétés profondément sécularisées. Et on peut dire aussi que ce bon samaritain, après avoir aidé cette personne dans la rue, blessée, etc., c'était de la pure charité. Mais après, il se met peut-être à réfléchir. Et il s'est dit, bon, c'est un chemin très, très difficile, il y a souvent des telles attaques. Il faut faire quelque chose, il faut prévoir une police, il faut sécuriser le chemin entre Jérusalem et Jéricho. Et la même personne va peut-être plaider pour un peu plus de sécurité, voire de justice sur ce même chemin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une loi, comment ça s'appelle ? J'ai perdu mes notes. Il faut venir en aide à une personne en danger. Voilà. Et la non-assistance à une personne en péril est sanctionnée par la loi. Donc aujourd'hui, ce qui était à l'époque vraiment un don, de la charité, relève aujourd'hui d'un droit. La personne peut même m'accuser si je n'aide pas. Et ça, c'est bon. Ce passage vers le dû, c'est tout à fait positif et c'est pas du tout à l'encontre. Donc il ne faut pas ici opposer une quelconque charité religieuse et la quête de justice. C'est vraiment logique. Par contre, ce que j'aimerais souligner un tout petit peu plus, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi un mouvement inverse. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation. Nous sommes tellement marqués par la justice, notamment dans les soins, que la relation médecin-patient, on pense d'abord à des contrats aujourd'hui. Donc, et là aussi, dans un premier temps, c'est bien. Donc, le patient réclame certains droits, droit à l'information, l'accès égal aux soins, etc., etc. Il ne faut jamais oublier qu'au cœur de la relation médecin-patient se trouve quelque chose qui ne relève pas d'un contrat, qui ne relève pas d'une relation de commerce, mais qui relève d'une rencontre personnelle, donc d'une sorte de don. Et ma question est, comment pouvons-nous aujourd'hui, dans nos systèmes de soins tellement encadrés par la loi, et encore une fois, c'est très bien que ce soit comme ça, et personne n'aimerait aller à une époque où ce n'était pas le cas, mais comment pouvons-nous aujourd'hui sauver le noyau dur de la relation médecin-patient qui ne relève pas d'abord du droit, mais d'une sollicitude, d'un engagement personnel, d'un don, ou pourquoi pas de la charité. Et Jean-François Mattei disait à l'instant de l'amour de l'autre. C'est une relation qui relève de l'amour de l'autre.
Voilà. Jean Matos, je pense que chez vous aussi il y a eu écho. Et en tout cas, je sais que quand on a échangé sur le sujet, vous disiez, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse réencastrer les deux. Alors, les deux termes, plutôt que les dissocier comme ça. Vous avez même dit, je suis frappée quand je vais dans les conférences ou autres, les forums, je vois ces deux mots-là qui sont dissociés. Voilà, merci. Alors, Jean-François Mattei nous a déroulé un parcours historique qui nous a posé en quelque sorte les bases de la réflexion. Pour ma part, si vous voulez bien, je vais vous proposer d'interroger de façon un peu scolaire, si vous voulez, ces deux notions-là de charité et de justice pour voir ensuite voilà, si on peut les opposer ou, vous le soupçonnez déjà, les réconcilier plutôt. Alors, en ce qui concerne la charité, je ne vous cache pas que je suis un petit peu gêné par ce mot et en français et dans d'autres langues, comme par exemple ma langue maternelle, parce que vous avez remarqué, il y a un petit accent, même si j'ai acquis la nationalité française, je viens d'un autre pays, où effectivement ce mot charité a une connotation assez condescendante. Voilà. Faire l'aumône, hein, on l'a dit, les œuvres de charité, faire l'aumône, parfois même, avouons-le, pour se donner bonne conscience, le risque en tout cas, il est là. Eh bien, je trouve que c'est quelque chose d'assez appauvrissant, parce que dans ma tête, d'abord, de croyant, je suis là aussi en tant que croyant, eh bien, la charité, la caritas renvoie, tenez-vous bien, à rien de moins que l'être même de Dieu. Saint Jean, dans sa première épître, au chapitre 4, va dire cette chose fulgurante, qui ne peut pas nous laisser indifférents, quel que soit notre point de vue sur la question religieuse, Dieu est amour. Dieu, non seulement il aime, il est amour. Pourquoi? On ne va pas faire un cours de théologie, il y a des personnes plus compétentes que moi. Le Dieu des chrétiens, c'est qui? Je le rappelle, c'est pas, contrairement à ce que la caricature fait encore traîner dans nos esprits, il n'est pas un vieux barbu qui se met tout seul dans le ciel. C'est ce que les chrétiens appellent une trinité, de 3 personnes en un seul Dieu. C'est un petit peu compliqué à expliquer, je l'avoue. En tout cas, c'est un Dieu et une communion d'amour. Or, le chrétien devient image et ressemblance de Dieu en aimant. Hein, cela a été dit, il y a un rôle sanctifiant à la charité, mais j'allais encore plus loin, si vous permettez. Il y a une dimension qui est proprement, excusez-moi, je vais lâcher un peu un gros mot, mystique. Quelque chose qui se joue dans le mystère de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, quand les sœurs de Mère Teresa de Calcutta soignent les plus pauvres parmi les pauvres dans le monde entier, hein, je vous le rappelle, elle a commencé en 1941 à Calcutta, eh bien, elle a toujours dit, finalement, à travers ce pauvre-là, et Dieu sait que certains sont profondément défigurés, eh bien, c'est mystérieusement, il ne faut pas le prendre au sens littéral, eh bien, c'est le Christ lui-même que je soigne. C'est ce que j'appelle la dimension mystique de la charité, que vous convenez, va infiniment au-delà d'une simple aumône que l'on donne comme ça, bon, allez, on passe à autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, on le voit dans les grandes cathédrales de France et d'autres pays, hein, ces splendides sculptures du jugement dernier. Hein, c'est la parabole du jugement dernier, où Jésus va dire, finalement, je donnerai place à ma droite à ceux qui se sont occupés de moi, et ceux-là, ils vont lui demander, mais finalement, mais quand est-ce qu'on s'est occupé de toi? Et il va dire, eh bien, chaque fois que tu m'as visité, quand j'étais malade, quand j'étais en prison, etc., c'est moi-même que tu as visité. Bref, je m'arrête là, simplement pour resituer ce concept-là de charité que je trouve a été drôlement appauvri, pour rester gentil, pour rester très gentil. Et puis ensuite, très rapidement, le concept de justice, permettez-moi de le rappeler, dans la langue française, il y a une expression qui est peut-être unique, je ne sais pas dans les autres langues, c'est de dire raide comme la justice. C'est une expression que l'on utilise comme ça, mais qui est très révélatrice. La justice étant quelque chose de figé, de rigide, qui ne tient pas compte finalement de la particularité de chacun. Or, moi j'aime penser la justice au sens biblique comme un ajustement. Vous savez, dans la Bible, Abraham, par exemple, quand il va sceller l'alliance avec Dieu, on va dire de lui, il est juste devant Dieu. Ce n'est pas au sens juste de faire la justice, c'est au sens d'être ajusté, en l'occurrence, à Dieu. Vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport par rapport à un point concret comme la santé? Eh bien, pour moi, c'est ce défi, enfin, moi qui ne suis pas médecin, mais j'aime toujours penser le médecin comme celui qui essaye de s'ajuster dans une forme de sobriété aux besoins effectifs du malade. Hein, il ne faut pas aller très loin, code déontologie médicale, j'allais dire verset 8, numéro 8, et il nous est dit simplement, j'aime beaucoup ce passage, le médecin adaptera donc les actes et les prescriptions à ce qui est nécessaire
donc à la qualité des soins, etc. Et j'aime beaucoup à ce qui est nécessaire. Voilà, une forme, j'appellerais, de sobriété, voilà, ça renvoie à tout ce qui touche la redondance des soins. Comment éviter aujourd'hui des soins qui soient redondants? Eh bien, pour moi, ce n'est pas d'abord une affaire administrative imposée d'en haut, c'est plutôt dans l'exercice même de l'art médical. Donc voilà, justice et charité, et pour finir, permettez-moi, ça va vous étonner peut-être, la référence, un certain philosophe que j'aime beaucoup, le vieil Épictète, stoïcien, qui a vécu au IIIe siècle avant le Christ, et au tout début de son manuel, donc un manuel qui porte ce nom-là, tout simplement, il dit simplement, partage les choses, fais, au sens ignatien, on dirait, discerne, fais la part des choses entre ce qui est à ta portée et ce qui ne l'est pas. Et en gros, ne t'occupe pas des choses qui ne sont pas à ta portée, sinon tu vas t'épuiser, tu vas épuiser les autres, tu vas épuiser les dieux. C'est compliqué. Donc, occupe-toi de ce qui te concerne. Et je vous propose cette question, j'ai envie de vous dire la charité, l'amour. Il est, que je sois ministre de la Santé, médecin, directeur d'hôpital, aux 5 citoyens, aux chercheurs, l'amour est toujours à ma portée. La justice, au sens institutionnel, ne l'est toujours pas. Elle n'est pas toujours à ma portée. Et je pense que c'est là la grosse différence. Concrètement, je ne sais pas, l'ajustement du système de l'offre de soins à tel ou tel territoire, la définition des paramètres, des modalités de la T2A, tout ça, pour moi, ce sont des questions de justice au sens institutionnel qui, dans l'immédiat, là, tout de suite, je ne peux pas avoir un impact. Alors que celui qui est, comme on disait, dans la nécessité à côté de moi, bah, tout simplement, quand on va quitter cette salle, on va peut-être croiser une personne en difficulté, et c'est tellement facile de passer outre, chose que le bon samaritain, parce que moi aussi je vais la citer, n'a pas fait. Hein. Décidément, c'est le grand tube de cette rencontre, le bon samaritain, j'y pensais pas. Mais en effet, voilà, la justice n'est pas toujours à ma portée, l'amour, il est. Et puis enfin, vous avez compris la suite, et évidemment, il nous faut éviter cette manière, bon évidemment le titre était accrocheur, justice ou charité, évidemment les deux qui peuvent évidemment, me semble-t-il, se concilier là pour chacun d'entre nous. Et permettez-moi juste de citer encore le pape Benoît XVI qui a été cité, il va dire, tenez-vous bien, dans l'encyclique qui a été citée, donc Dieu est amour, voilà. Dieu est amour, il va dire, il y a tout un chapitre sur justice et charité. Donc vous vous en doutez, je suis allé quand même lire un petit peu tout ça. Tiens, il a pensé à nous, bon, ok. Et il va dire cette chose étonnante. Là, je vais vous faire rêver un instant. Fermez les yeux et on va partir dans le meilleur des mondes. Un monde où le système de santé est parfaitement adapté à tous les besoins de la population. Où la T2A est définie de façon parfaitement juste. Vous y êtes? Vous y êtes? Un monde parfaitement juste. Dans ce monde-là, l'amour sera toujours et encore nécessaire. Indispensable. Je n'ose imaginer ce que serait une justice avec de l'amour, hein, surtout pour bien juger et avoir le sens de la mesure. Alors Bernard Berthier, philosophe, lorsqu'il est question de distribuer des soins de santé de manière juste, là le critère qui est le plus souvent spontanément avancé ou proposé, c'est le besoin. Alors ça, c'est un chapitre, une question sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Et puis j'aimerais bien que vous nous rappeliez un petit peu ce que vous avez dit à ce sujet. Tout à fait, oui. D'ailleurs, dans le débat précédent, on a parlé de donner des soins en fonction des besoins. Je vais revenir, mais j'aimerais quand même faire un détour parce que je ne suis pas 100% convaincu par l'angélisme de la coïncidence ou de la convergence de la charité et de la justice. Historiquement d'abord, souvenez-vous de la chanson de Jacques Brel, Les Dames Patronesses. C'est de la charité, c'est vraiment pas de la justice, puisque la dame patronesse a rejeté un de ses pauvres parce qu'il fréquentait un socialiste. Je vous rappelle la chanson. Bien, effectivement, historiquement, je pense qu'il y a eu des tensions souvent entre le modèle de charité et le modèle de la justice. On peut aussi, bien entendu, y voir une conciliation, mais au point de vue conceptuel, j'aimerais juste dire 2 ou 3 mots là-dessus, ça va me permettre de venir à la justice. Au niveau conceptuel, il y a aussi des différences que Jean-François Mattei et Carsten Landkühler ont mis en évidence, en partie, c'est que la charité, c'est une vertu individuelle. Ça s'adresse à l'individu et qu'il est sans contrepartie, qui est gratuite, comme tu disais. La justice, c'est pas ça. La justice, c'est quelque chose qui est social, c'est pas individuel, et ça implique la distribution de biens. On va distribuer des biens entre les membres de la société.
Mais ces biens, pour distribuer des biens, il faut les produire d'abord. Il y a donc aussi, la justice concerne aussi la façon dont on répartit les fardeaux. Par exemple, qui va payer combien? On peut donner des soins, avoir un système de sécurité sociale efficace, que si on a suffisamment de moyens pour le faire fonctionner. Alors chez nous, c'est l'impôt qui joue essentiellement ce rôle de pourvoyeur de moyens, mais pas uniquement. Et je pense que tout le problème lié, qu'on a déjà abordé maintenant et qui va, je pense, être en filigrane de pas mal de débats sur la responsabilisation du patient, vient de là, parce que dans le fond, on reproche, entre guillemets, à ceux qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes, de gaspiller un bien, produit socialement avec difficulté. Si moi je paye mes impôts, eh bien je dois renoncer à certains plaisirs que je me serais offerts avec ces impôts. Donc j'aimerais que l'argent qui est utilisé par la sécurité sociale le soit de façon juste, qui aussi reconnaisse mon effort. Alors bien sûr, après, il y a toute une série de dérives, à mon avis, extrêmement dangereuses à partir de là, mais j'aimerais simplement souligner que ce débat sur la responsabilisation vient du fait qu'on considère la santé ou les soins plutôt comme un droit, c'est-à-dire comme quelque chose que les gens peuvent réclamer, et donc un effort que les gens peuvent réclamer d'autres personnes qui doivent faire cet effort, et qui par moments seront aussi d'ailleurs les bénéficiaires. Alors, si on parle de justice, si on a besoin de convoquer la justice pour la santé, c'est en partie parce qu'on n'est pas dans un pays de cocagne. Dans un pays de cocagne où quand, pour prendre un texte de Voltaire, on cite beaucoup Voltaire ces temps-là, mais le Candide de Voltaire, quand il arrive dans le pays de l'Eldorado, l'or, enfin les cailloux des chemins, c'est de l'or. Il n'y a donc pas besoin de règles de distribution de l'or puisqu'on peut se servir tant qu'on veut. Les soins, c'est pas ça. Les soins, il y a une certaine rareté, mais la rareté n'est pas complète, parce que si la rareté est complète, comme dans certaines régions du monde, il n'y a plus de soins, tout simplement, ou le soin de venir de l'extérieur. Donc il y a une certaine rareté, comme une certaine rareté, on doit rationner. Ou si on dit des fois rationaliser, parce qu'on n'ose pas utiliser le terme rationner qui est négatif, mais on rationne, tout le monde n'aura pas tout ce dont il a envie. Alors si on doit rationner, on a besoin de critères de rationnement. Et donc on a besoin de critères de distribution des soins. Et le besoin est généralement le critère qui est mentionné. Alors, il faut bien voir que ce critère joue à différents niveaux. Il y a d'abord au niveau individuel, ce qu'on appelle la micro-allocation. Un médecin se dit, est-ce que je vais donner à ce patient ce médicament plutôt que celui-ci? En fonction notamment, le prix joue un rôle parfois. Il y a des traitements beaucoup plus chers que d'autres. Est-ce que ça vaut la peine? Au niveau de ce qu'on appelle de la méso-allocation, la sécurité sociale se demande si elle va rembourser tel soin ou si ce n'est pas plutôt les autres, les assurances ou autres qui doivent le faire. Ou bien un hôpital se demande s'il va ouvrir un département de chirurgie orthopédique plutôt que de chirurgie cardiaque parce qu'il n'a pas l'argent pour ouvrir les deux. Puis à la macro-allocation, il ne faut quand même pas oublier l'État. C'est l'État qui en définitive dit quelle est la part des finances, enfin de la fortune publique qui va aller à la santé plutôt qu'à l'armée, plutôt qu'aux écoles, plutôt qu'aux routes. Donc à différents niveaux, du médecin au politique, on doit distribuer ou allouer, comme on dit, des fonds ou des ressources pour que les gens soient soignés. Alors en général, on dit selon leurs besoins, effectivement. Et le besoin joue un rôle important. Il y a des domaines où on n'applique pas le besoin. Par exemple, dans la distribution des diplômes, comme le bac, c'est le mérite. Le travail, l'effort, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Il ne faut pas désespérer les gens qui sont là. C'est important aussi parce que un des reproches qu'on peut faire au système d'assurance privée plutôt que de sécurité sociale, c'est qu'elle ne distribue pas la santé en fonction du besoin, mais du mérite, c'est-à-dire de la capacité financière. Ou quand on dit que telle personne, dans le débat précédent, une femme qui a fumé et bu pendant sa grossesse ne devrait pas être couverte par la suite, alors là, il y avait un problème parce que c'était l'enfant la victime, et c'est la femme qui a fauté entre guillemets, d'une certaine manière. Mais on dit, il ne mérite pas. Là, on a tendance à substituer le mérite au besoin. Et ça, c'est pas sans danger non plus. Mais même si je vais revenir au besoin, pour vous montrer tout de suite à quel point c'est facile à dire, mais beaucoup plus difficile de faire. Le besoin recouvre différentes situations. D'abord, il recouvre l'urgence. Il y a des situations plus urgentes que d'autres. Il recouvre aussi une certaine efficacité, parce que personne n'a besoin de soins inefficaces. Il rejoint aussi la différence entre les besoins fondamentaux et les besoins non fondamentaux. On ne peut pas avoir tout ce dont on a besoin. Moi, j'ai besoin d'un tas de choses que l'État ne va jamais me fournir. Mais pensez dans le domaine de la santé, la chirurgie esthétique.
On a parlé de la procréation médicalement assistée et remboursée en France. Moi, je viens de Suisse, pas remboursée du tout. Voilà. C'est uniquement des initiatives privées. Je ne dis pas que les uns ont raison et que les autres ont tort. C'est simplement que la notion de besoin ne résout rien. Elle ne fait que poser un certain nombre de problèmes et nous dire ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que ce soit la capacité financière qui soit le critère. On ne veut pas que ce soit la notoriété sociale. On va mieux soigner un ministre qu'un simple Pékin, même si dans les faits, bon. Bon, peut-être qu'en temps de guerre, ça se justifie de soigner plus le général que le simple soldat. Je laisse ça à votre appréciation. Donc, on ne veut pas non plus que ce soit le mérite. Voilà, ou du moins, pas complètement, c'est en train d'être mis en question. Je crois que là, il y a toute une série de réflexions à mener et de concepts à prendre en considération pour éviter de se gargariser de formules du style « chacun doit en recevoir selon ses besoins », qui, en définitive, sont impossibles à mettre en place. Et ces grandes proclamations me paraissent même relativement dangereuses, et j'en prends encore une, de nouveau en rapport avec ce qu'on a dit auparavant. Quand on dit « on a droit à la santé », je laisse ici la question « santé, besoin même ». Et qu'on vous précise que par santé, il faut entendre ce que l'OMS a dit, c'est-à-dire un état de bien-être psychique, social et physique complet. Si on donne ça comme but, comme droit à la santé, évidemment, on va rencontrer d'énormes problèmes et évidemment, on va avoir de la peine à opérationnaliser tout ça. On risque de créer aussi évidemment une société de revendication. Bien sûr, il ne faut pas que la santé ne se limite pas aux soins, on est tous d'accord. Mais je pense qu'il y a aussi une réflexion à mener sur qu'est-ce qu'on entend par santé et qu'est-ce que l'on pense que l'État doit fournir en termes de soins, de santé, pour rester dans les limites de la justice. Alors, juste revenir un petit instant sur l'idée du besoin, parce que moi j'adore l'exemple que vous donniez. Il y a deux personnes qui ont besoin d'une prothèse de hanche. Entre l'écrivain qui a plein de rhumatismes, voilà, qui en a besoin, et puis l'athlète. Comment on fait ? Alors là, je disais, bon, dans les faits, juste, je pense que, moi je connais le système suisse, mais je crois qu'en France, c'est un peu la même chose. Et je précise que le consul de Suisse est parmi nous, je viens de m'en apercevoir. Le consul de Suisse à Strasbourg, M. Tartinier, bonjour et merci d'être là. Vous voyez que les citoyens suisses sont surveillés même à l'étranger. Non, pas du tout. Au contraire, il m'a dit... Non, il a vraiment envie d'en plus entendre. Électron libre. Allez Bernard, je veux dire que dans les faits, par exemple aussi pour l'allocation des organes, ça c'est un domaine où c'est souvent une situation tragique, on utilise des systèmes de points qui essayent justement de tenir compte de tous ces phénomènes-là. On laisse même la décision à des machines en définitive, mais bien sûr c'est nous qui avons fait le programme. L'exemple de la... Oui, parce qu'il faut bien donner le poids à chaque considération, c'est ça qui est difficile. Quand dans l'Oregon, pour ceux qui connaissent les États-Unis, ils ont mis au point un système de points, justement, c'était un processus extrêmement compliqué. Bon, j'ai pas le temps d'en parler maintenant, peut-être si ça revient, je peux toujours le faire. Pour la question de la prothèse de hanche, là, je vais vous souligner en disant qu'effectivement, selon le mode de vie que l'on a, un soin peut être plus nécessaire qu'un autre. Et pour quelqu'un, évidemment, qui fait, pour un sportif, une prothèse de hanche va être plus urgente que pour un écrivain. On peut penser, parce qu'un écrivain, le temps qu'il n'a pas d'arthrite dans les doigts, voilà. Sauf, effectivement. Donc, ce que je veux dire simplement par là, c'est que le besoin doit aussi être modulé en fonction du métier, du mode de vie que les gens ont, et que c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Mais dans l'invalidité, on utilise aussi ce genre de choses. Les lunettes peuvent être couvertes ou non par une assurance invalidité en fonction de l'occupation professionnelle de la personne. C'est encore quelque chose qui vient compliquer le calcul du besoin, si j'ose dire. Oui. Emmanuel Hirsch, donc depuis un moment, il a un micro. Depuis un moment, vous nous écoutez. Alors, je me dis, qu'est-ce que le sujet lui inspire, qu'est-ce que lui inspire aussi ce qui est en train de se dire. Et puis je me disais, est-ce que, en matière d'éthique et de bioéthique, est-ce que les mots justice, charité ont à avoir quelque chose ou pas? Je vous laisse réagir. D'abord, ce que j'avais à dire, je l'ai écrit. Donc vous pourrez consulter le site de l'espace éthique, parce que j'avais préparé une intervention structurée. Et c'est vrai que d'entendre Jean-François Mattei dans son introduction, il a tout dit, il a questionné tous les champs qu'on doit finalement poursuivre dans le cadre de notre rencontre. Alors juste un point avant de dire ce que j'avais à dire à partir de ce qui a été évoqué, je voulais dire qu'une question de justice par rapport à la répartition des greffons,
c'est les modalités de répartition. Et dans les lois de bioéthique, il y a des règles extrêmement précises, transparentes, il y a des algorithmes qui ont été mis en place, et la personne vulnérable, qui peut échapper finalement à la liste d'attente, est considérée selon des critères extrêmement précis. Ce sont les valeurs de la démocratie. Et notre démocratie, Jean-François Mattei, quand il était ministre, a été important également par rapport aux évolutions des lois de bioéthique. Le principe de justice, les questions de dignité et de respect sont au cœur des valeurs de notre démocratie, sont transposées bien sûr dans les questions de bioéthique. Ce que je voulais dire, et je vais vous paraître peut-être un petit peu inconsistant par rapport aux propos qui ont été tenus, je terminais mon propos écrit en réhabilitant la notion de charité. Quand vous allez dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, grabatarisées, souvent au stade terminal d'une maladie d'Alzheimer, le témoignage au nom de notre cité, de ces professionnels et de ces associatifs, ne relève-t-il pas de valeurs et des valeurs de la charité? Et on est, et je pourrais donner d'autres exemples qui m'impressionnent, que ce soit dans les soins palliatifs, lorsqu'on n'est plus dans l'efficience et dans l'effectivité du soin, ce sont des valeurs profondes qui sont mobilisées et qui traversent notre civilisation. C'est pour ça que moi qui ne suis pas chrétien, je suis juif, je trouve qu'il ne faut pas contester aussi rapidement des valeurs signifiantes comme la charité. Et le soin, l'œuvre de soin, l'engagement dans le soin, la vocation du soin relève très souvent, pour les personnes qui l'assument au quotidien, souvent aux limites du soin, des valeurs de la charité. Et nos valeurs de solidarité laïque, je les comprends, sont souvent inappropriées à restituer la complexité et l'humanité de ces situations. Donc il faudrait un jour qu'on se décrispe et que dans une société laïque, démocratique, on accepte aussi les dimensions spirituelles et d'autres valeurs qui servent profondément la personne dans le soin. Alors juste 2 points. Des questions que je me posais, c'est qu'est-ce qu'être juste et finalement qu'est-ce qu'être charitable? C'est une question que je me pose et la distinction n'est pas aussi évidente. Je crois que la vraie question qui devrait nous habiter, c'est la question de la responsabilité vis-à-vis de l'autre et la manière de l'assumer ou d'y renoncer. Donc il y a des gens qui se voient à travers une intervention de l'ordre de la charité, de l'ordre de la compassion, de l'ordre de la fraternité, y compris dans sa composante religieuse, et puis d'autres qui s'efforcent de trouver des justifications politiques. J'ai été impressionné par la politisation des questions de santé dans les années SIDA, les années 80. Et ça a été un temps marquant. Alors, dans mon propos écrit, j'évoque Foucault, j'évoque un certain nombre d'étapes et explique comment on passe finalement de notions qui étaient peut-être religieuses, qui étaient peut-être souvent intentionnelles, à des notions plus effectives qu'on retrouve dans le droit. Mais j'insiste sur le fait que la responsabilité me semble importante, avec un principe très essentiel pour moi, qui avait été rappelé par le Comité consultatif national d'éthique dans son avis numéro 7 sur les personnes en état végétatif persistant. On nous parle beaucoup de M. Vincent Lambert. Plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on exerce, au nom de quelles valeurs et selon quels critères, nos obligations à l'égard d'autrui lorsqu'il est en situation vulnérable. Et dès lors, votre vision de la société est quand même envahie par des actes de résistance qui promeuvent des valeurs et des principes très absents des préoccupations de la vie démocratique et politique aujourd'hui. Quand vous avez l'association qui va accompagner les défunts qui ont été dans la rue, par exemple le collectif Les Morts dans la rue, qui vont dans les cimetières au nom de la cité témoigner à des personnes qui ne sont plus et qui ne sont plus depuis des années, avant même d'avoir été, j'allais dire, en fin de vie, elles n'existaient plus socialement. Il y a une dimension de l'engagement, de la solidarité et j'allais dire de l'expression de notre humanité d'un point de vue universel, parce que la notion d'universalité est à solliciter dans notre affaire, qui m'impressionne. Donc 2 points pour terminer. Je pense que Jean-François a évoqué la sécularisation de notre société. Elle nous a probablement enrichis. Les Lumières nous ont enrichis, l'esprit critique nous a enrichis, mais on nous a dépourvus d'une manière d'assumer des valeurs d'humanité qui aujourd'hui sont contestées dans des discours qui sont des discours, j'allais dire, dont on voit l'expression politique dans la cité, qui sont des discours barbares. Donc je ne suis pas pour contester la réhabilitation de valeurs qu'on discrimine d'une manière très, très hâtive, sans voir les stratégies qui sont derrière. Également, dans les points que nous on aborde, quand on aborde les questions de justice dans le domaine de la santé, il faut voir les déterminants.
qui induisent l'injustice, l'iniquité dans l'accès aux soins. Et ce n'est pas la justice promue dans des lois. On a la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé. Donc tout y est dit, l'accès à la santé, la prévention, etc. Mais l'effectivité passe par une analyse de dysfonctionnement de la société, par l'analyse de situations, de circonstances humaines, où les personnes sont à un point de la relégation et de l'indifférenciation et de la désir social, que finalement elles n'ont plus d'estime d'elles-mêmes, plus de sentiment d'appartenance. Tous ces éléments doivent être réhabilités dans le discours. Je terminerai sur un point important. Tu l'as dit, je pense que la charité relève de l'individuel, c'est-à-dire d'une démarche personnelle, d'une conscience individuelle qui est mobilisée, et d'une rencontre avec la singularité d'une personne. Alors certes, avec notre mythologie de l'autonomie de la personne, on dit le charitable rend dépendant son obligé d'une certaine façon. Je pense que, et je termine sur ce point, il faudrait revoir, revisiter tous les concepts qui nous trompent. Et le concept, par exemple, de l'autonomie de la personne, j'arrive à comprendre l'autonomisation d'une personne, le concept de la responsabilité, la responsabilisation de la personne à travers l'éducation thérapeutique, sont à la source d'injustices dont on se défausse d'une manière un peu rapide, d'une manière un peu hâtive. Je termine donc pour dire, ce qui m'intéresse, c'est de penser la charité du point de vue de notre responsabilité, certes, et du point de vue de l'exigence d'altérité. Ce qui m'intéresse dans ce concept, c'est en quoi nous sommes co-responsables, en quoi nous sommes partenaires, en quoi nous sommes habités par une idée d'un certain nombre de valeurs d'humanité qui sont les valeurs d'universalité. Et mon désespoir aujourd'hui, c'est de contester que toutes ces idées sont piétinées, quelquefois au nom de valeurs dites supérieures, transcendantes et politiques, dont on voit un peu les conséquences, y compris dans certains votes. Merci beaucoup pour cette intervention. On va écouter notre grand témoin. Olivier, on y va. Okay. Donc au nom de la classe du lycée Jean d'Arc à Mulhouse. Alors pour moi, la santé serait plutôt un mélange des notions justice et charité qui seraient indissociables. Donc la justice serait plutôt l'idéal de raison d'un point de vue philosophique et serait collectif, alors que la charité serait un idéal de cœur et serait une vertu individuelle. Donc en justice, j'entends une politique sociale pour une république équitable. Donc par exemple, on peut prendre l'exemple du CMU ou du RMA, et c'est une action générale, systématique et égalitaire, qui est calculée en fonction des besoins des demandeurs, alors que la charité, pour moi, s'appliquerait plus à des personnes qui abuseraient, entre guillemets, du système de santé français que pour ceux qui seraient involontairement malades. Donc il est important de considérer la mutualisation des risques, la solidarité entre les malades et les bien portants, qui serait un devoir moral, entre guillemets. Mais par rapport à cette question, certaines personnes pourraient devenir égoïstes par rapport à la question des cotisations, par rapport à la sécurité sociale, etc. Car les besoins individuels sont imprévisibles la plupart du temps. Et on ne sait pas encore prévoir si on sera malade demain ou dans un mois, etc. Pardon Olivier, quand vous dites certaines personnes pourraient devenir égoïstes, ça veut dire penser uniquement, enfin, ne pas vouloir d'un système mutualiste, ou à quoi vous pensez exactement? Ne pas vouloir cotiser pour les autres parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas malades. D'accord, on vous écoute. Donc je pense qu'on aura besoin d'un système de couverture sociale proportionnel aux besoins des soins, comme vous dites, par rapport à l'urgence ou non d'une maladie, ou un soin fondamental ou pas. Après, il y a encore le problème de la médecine prédictive qui rentre en compte, qui est d'actualité. Donc par exemple, les gens qui savent qu'ils ne seront pas malades pendant les 3 prochaines années ne vont pas forcément vouloir payer pour les autres. Donc, il y a vraiment beaucoup de radins. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, on vous écoute, je vous en prie, continuez. C'est pour ça que pour moi, la justice dans le domaine médical devrait permettre la solidarité entre les malades et les bien portants. Oui. Donc il faudrait que les problèmes de santé soient traités de manière égale, et donc ne pas tenir compte de la hiérarchie sociale, comme vous disiez, ou des moyens financiers. Et après, on a le devoir aussi d'être solidaire de ceux que les aléas de la vie éprouvent, des malades. Ça s'insère dans la logique du don, comme vous avez dit, l'amour qui est gratuit, l'amour du pauvre qui est toujours possible. L'amour de l'autre aussi. De l'autre, du prochain.
il faudrait se détacher le plus possible de l'individualisme, à mon avis, et rentrer dans une logique de fraternité qui est une des 3 valeurs de notre République. Après, je voudrais rejoindre aussi l'ouvrage de Jean-François Mattei, Santé, égalité, solidarité, des propositions pour humaniser la santé. Donc pour moi, c'est vraiment le véritable objectif à rechercher pour des nouvelles réformes dans ce domaine. Il faudrait humaniser toutes ces lois. Ils se préparent vraiment, les jeunes à venir ici. Un dernier point, j'aimerais parler aussi... Une bonne bibliographie, oui. Voilà. J'aimerais parler du mouvement de libération de la sécurité sociale, qui est présidé par Claude Reichmann, parce que certains Français refuseraient et seraient libres de le faire, de cotiser pour les autres, comme je l'avais dit. Ils pensent que les gens ont des salaires de misère, parce que la sécurité sociale prélève énormément d'argent, donc que le salaire est largement insuffisant pour couvrir les nécessités de notre vie. Et donc, grâce à ce mouvement, on peut envoyer juste une lettre pour se libérer de la sécurité sociale, et on pourrait s'assurer dans un autre pays européen, tel que le Luxembourg. Oui, c'est vrai, ce n'est pas pour en faire publicité, mais c'est vrai que ça existe et ça prend de l'importance, en tout cas dans l'opinion publique. Oui. Voilà. C'était un peu mon point de vue. Là. Eh ben, merci beaucoup, parce que c'était un point de vue très documenté, très intéressé. Juste avant de donner la parole à madame, nous avons aussi, je ne sais pas où il est, le grand témoin, le grand ambassadeur Léonard Gauthier. Léonard, voilà. Est-ce que vous voulez juste apporter la question ou l'éclairage de votre établissement que vous représentez ici en tant que grand ambassadeur? Oui, merci. Bon, je suis le grand ambassadeur du lycée Jeanne d'Arc pour ce débat. Et donc, j'avais surtout 2 grandes questions par rapport aux hôpitaux et aux soins qu'on y donne. Donc, trouvez-vous normal que les hôpitaux sont pleins, mais toujours en déficit? Et ce qui entraîne que depuis quand les hôpitaux doivent être rentables et plus charitables? Et pour ensuite arriver sur est-ce qu'on devrait parler de patients ou de clients? Aïe, aïe, aïe. Vous nous refaites tout le programme, Olivier, là. Alors, qui aimerait répondre à la tribune? Oui. Juste, effectivement, la question du client, moi j'ai été frappé, j'ai donné un cours à des cadres infirmiers, ils parlaient toujours de clients. Et j'ai été assez choqué, je dois dire. Bon, malheureusement, ça marque quelque chose. Maintenant, pour la question de rentabilité, il faut voir, quand même, pour finir, quelqu'un doit payer pour l'hôpital. Alors, c'est pas forcément les gens qui cotisent individuellement, mais c'est l'État, mais j'entends le budget de l'État doit trouver... Enfin, on parle beaucoup de la dette actuellement, je ne vais pas soulever cette question-là. Mais donc, effectivement, je pense qu'on veut dire, quand on veut dire qu'un hôpital n'a pas besoin d'être rentable, ça veut dire que ce n'est pas les usagers qui forcément doivent payer les 100% des coûts directement. Et ça, on est tous d'accord. Et il y a effectivement une tendance à faire payer plus en plus out of pocket money, l'argent qu'on sort de la poche, de plus en plus. C'est une réaction au déficit de la sécurité sociale, mais c'est une réaction qui peut avoir des effets secondaires extrêmement dangereux, effectivement. Très bien, on va commencer. Est-ce que peut-être une autre demande ici, non? Alors Annie Babu, pardon. Monsieur Mattei, en faisant votre historique, vous m'avez ramené à 2 de mes professions, qui sont infirmière et assistante sociale. Et j'ai pensé que ces 2 professions ont joué un grand rôle entre la charité et la justice. Vous savez d'où viennent les infirmières, vous avez dit Dame Patronesse, elles faisaient ça pour avoir le ciel, au départ. Et puis petit à petit, elles se sont rendues compte qu'elles avaient besoin d'apprendre aussi. Elles sont devenues des professionnelles, aujourd'hui des grandes professionnelles. Et puis, donc je suis infirmière, j'ai fait tout ça, je connais bien l'histoire des infirmières, comme beaucoup d'entre nous. Et puis après, j'ai voulu devenir assistante sociale parce que ça ne me suffisait pas de m'occuper du corps physique. J'avais envie justement d'un peu plus de justice pour tous ces gens que je voyais. Parce qu'en fait, le travail social, c'est quoi? C'est accompagner les gens vers plus d'autonomie, plus de justice. Alors, aujourd'hui, je suis à la retraite de tous ces métiers et bien d'autres que j'ai faits, et je me dis que plus on a spécialisé toutes ces professions, plus on a oublié une dimension, qui est le caritas, qui est l'amour. Parce qu'au départ, les infirmières, enfin les dames patronesses, elles faisaient ça par amour pour les autres, mais pour elles aussi. Aujourd'hui, toutes ces professions qui se sont multipliées autour du médical et du social, ce que je crains,
c'est qu'on ait oublié complètement l'amour, parce qu'il n'y a pas de cours sur l'amour. Alors, qui veut répondre à la tribune, peut-être? Est-ce que quelqu'un veut réagir à la tribune? Oui, Jean-François. C'est infiniment réducteur quand vous voyez qu'un des derniers lieux de solidarité de la cité, c'est quand même l'hôpital. Et c'est quand même ces institutions du sanitaire et du médico-social qui assument pour la société les dernières possibilités de sa cohésion. Donc quand vous allez sur le terrain, vous voyez, on l'abordera peut-être demain à travers la maltraitance, cohabiter le meilleur et l'insuffisant. L'insuffisant est souvent, j'allais dire, induit par les politiques gestionnaires. Mais ce qui est un indice, j'imagine qu'on partage cet indice avec d'autres, y compris avec Jean Matos et puis avec Jean Mattei, un indice pour nous prometteur, c'est l'envie d'éthique que l'on voit de plus en plus dans le champ du soin, qu'on ne voit pas d'ailleurs dans d'autres lieux de la société portés à ce niveau-là. Quand vous avez aujourd'hui chez nous, c'est la même chose à Marseille, 60 professionnels qui, en plus de leur vie personnelle, en plus de leur vie professionnelle, de toutes les contraintes, procédures, protocoles, aspirent à passer 1, 2, 3 ans à faire de l'éthique dans un master, ou 5 ans ou 6 ans à faire un doctorat, ça dit quand même quelque chose de leur attention à l'autre et de leur désir de retrouver des repères, bref, de les inventer peut-être aussi. Donc on est dans un contexte où il faudrait répondre d'une manière plus complexe entre les avancées de la bioéthique, les promesses qu'elle, d'une certaine manière, promeut, puis la réalité au quotidien du soin. Il y a une grande distance. Et on ne rend pas assez hommage à ces militants de la cité qui sont dans les soutes de la cité. Je connais des professionnels, notre structure d'éthique, également la structure nationale sur la maladie d'Alzheimer. Donc quand on va sur le terrain, encore une fois, dans les lieux relégués du soin, pas dans les CHU, pas aux offices civils de Strasbourg, quand on va dans les lieux relégués du soin, vous êtes impressionné par les valeurs que portent un certain nombre d'entre nous, des membres de la cité, au nom de notre citoyenneté, comme j'imagine que vous l'avez fait quand vous parlez d'amour. Chacun y mettra ses mots, mais je ne trouve pas qu'il est indécent que les gens disent « je fais ça par amour », y compris sans réciprocité lorsque vous êtes auprès d'une personne qui n'a plus une capacité d'expression de ce qu'elle est et qui est reconnue jusqu'au bout de son existence comme elle est. C'est là où il y a comme une certaine insulte à notre dignité humaine, à voir certains débats médiatiques, aujourd'hui notamment portant sur les questions de la fin de vie, à ramener à ce niveau, j'allais dire, circonstancié, où on nous parle de droit de mourir dans la dignité sans honorer le droit de vivre dans la dignité, voire de survivre dans la dignité. Et vous voyez à quel point, si on va au fond des choses, on est tellement manipulé par un désordre, j'allais dire idéologique, qu'aujourd'hui, je trouve que c'est très très bien que dans le cadre du forum, on puisse encore parler de charité. Je ne suis même pas certain qu'à l'espace éthique de la PHP, on n'en voudrait pas d'aborder comme ça, dans un colloque, la question de la charité en disant mais est-ce que vous êtes vraiment dans votre registre? Est-ce que vous êtes dans la justesse de votre engagement éthique? Que de solliciter des concepts qui ont l'air complètement déphasés, déplacés, voire trop religieux. En tous les cas, c'est des questions qu'il faut se poser dans une société pluraliste. Je ne vois pas en quoi le pluralisme exclut la dimension religieuse et la dimension spirituelle. C'est le débat aujourd'hui, c'est le débat qui explique les extrémismes et qui explique aussi, me semble-t-il, dans certains égards, un certain désinvestissement de professionnels qui, à un moment donné, ne se retrouvent plus dans les valeurs du soin, celles qui s'y sont honorées. Donc, je termine pour dire, moi, mon rôle, en tant qu'étant dans l'éthique, encore quelques années, c'est de dire ce qu'ils font est bien, ce qu'ils font est beau, ce qu'ils font est juste, et ce qu'ils font nous est indispensable. Madame. Bonjour, alors moi je suis étudiante à l'université, j'ai un parcours de philosophie et je suis dans le master éthique et société sur Strasbourg et je représente une minorité d'étudiants, mais je suis contente de voir qu'il y a aussi des jeunes et des professeurs qui s'occupent de former les jeunes générations. Alors moi je voulais vous remercier pour la richesse de votre intervention. Je pense qu'il aurait peut-être fallu faire cette intervention avant celle qu'on a eue plus tôt dans la matinée, qui aurait permis de mieux diriger le débat qu'il y a eu plus tôt. Moi, je souhaitais rappeler que actuellement tous nos problèmes de bioéthique en fait, sont liés aussi à un très grand développement technologique, beaucoup plus rapide que ce qu'on est capable en fait, de gérer. Il nous faut du temps entre ce qu'on constate qu'on est capable de faire et la réflexion qui suit
pour savoir ce qu'on veut en faire et vers où ça doit nous mener. Et en fait, je pense qu'on a un gros problème, mais qui est humain et qui restera toujours, c'est notre capacité à patienter entre les problèmes que l'on constate et notre capacité après, entre autres démocratiquement et socialement, à les régler. Et c'est pour ça que le fait de parler de charité qui est plus individuelle et de justice et qui sera plus de l'ordre social et interpersonnel est important, parce que le temps que les problèmes arrivent enfin à être réglés au niveau démocratique et donc une justice soit mise en place, eh bien c'est en effet la capacité de chacun individuellement qui est appelée à contribution pour permettre une majorité, une plus grande humanité dans la société en attendant. Et tout ceci nous ramène à l'éducation et à l'attente de chacun à l'aide d'autrui et à quel homme on veut être et quelle société on veut développer. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre demande de parole dans le public? Oui, monsieur. Bonjour. Voilà, je suis un voyageur. J'aime beaucoup voyager en fait dans le monde. J'ai travaillé dans le champ social quelques années à Strasbourg, sur la cité de Cronenbourg. Et donc, je remarquais qu'en fait, nos sociétés européennes ou occidentales, en fait, sont trop dans le conformisme. Hein, donc, il y a beaucoup de gaspillage. Hein. Par exemple, je connais beaucoup de femmes à qui on a essayé de forcer à avoir des césariennes sous Strasbourg ou ailleurs. Hein. Et en fait, souvent, elles l'ont refusé et ça a quand même bien marché. Donc, en fait, je pense que dans nos sociétés, il y a beaucoup de gaspillage. Hein. Par souci d'assurance, hein, pour dire on fait comme une césarienne, on fait comme ceci, on fait cela. Et il y a aussi beaucoup un manque d'imagination. Par exemple, je remarque beaucoup dans les maisons de retraite, par exemple, on interdit les gens âgés à avoir un chat ou un petit chien avec eux. Alors que parfois, ce chat ou ce chien apporte justement de l'amour, hein, apporte un soin qu'un infirmier ou qu'un médecin ne peut pas apporter, hein, et qui donne une espérance de vie aussi, hein, qui peut apporter jusqu'à ce qui paraît jusqu'à 10 ans d'espérance de vie supplémentaire à la personne. Donc ce sont des choses que par moment on devrait peut-être penser aussi. Hein. Nos sociétés occidentales sont vraiment assez, je trouve, très coincées, hein, dans leur petite théorie, avec beaucoup de mots, beaucoup de lois, trop de lois. Hein. Je pense qu'il faudrait vraiment simplifier nos relations avec le soin, avec aussi, pas seulement dans le soin, mais aussi dans le social, pour que justement une société avec beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus d'ouverture, ou chercher peut-être d'autres voies, hein, comme effectivement accepter d'avoir un petit chat dans une maison de retraite, ça c'est important. Hein. Peut-être pas un gros chat ou un tigre, mais au moins un tout petit format. Au moins quelque chose. Ils seront triés. Oui. Et également aussi le côté un peu trop assurance, toujours cette surconsommation de soins par moment, ça coûte beaucoup d'argent et très souvent on pourrait franchement diminuer. Hein. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, madame, j'ai une demande de parole ici. Madame. Merci. Oui, Véronique Destato, j'aurais voulu qu'on revienne sur la notion de besoin, parce qu'il me semble que dans les besoins, bon, il y a évidemment des besoins fondamentaux, enfin, quand quelqu'un est vraiment malade, des besoins qui peuvent être perçus comme plus ou moins nécessaires, mais il y a toujours, il me semble, dans les besoins, une partie subjective pour chacun qui se définit en référence aux autres, et puis à ce qui est possible, en fait. Et du coup, ça peut entraîner de la part d'un certain nombre de patients, et c'est peut-être ça qui les fait glisser vers des clients, une certaine exigence face aux médecins, face aux médicaments, enfin tout ce qui est possible. Et si ce besoin n'est pas satisfait, finalement, ça peut provoquer un vrai mal-être, en fait, de la part de la personne, enfin pour la personne. Et si on prend la définition de l'OMS, bon, avec la définition quand même très très large de la santé, après ça entraîne une escalade et des besoins et donc des coûts. Et quand on compare par exemple une ordonnance pour une grippe, un rhume, une ordonnance aux États-Unis, une ordonnance en France, bon, il y a quand même une énorme différence. Et donc il y a un glissement des mentalités de chacun. Et ça, on n'en entend jamais parler, ce n'est jamais évoqué enfin, pour les maladies, enfin pas pour les maladies très graves, mais pour les maladies communes, je dirais, courantes. Oui, je voudrais juste, parce que depuis un moment, j'ai envie d'intervenir sur ce sujet, qui regroupe d'ailleurs le terme de justice. Je suis quand même extrêmement surpris, notamment l'intervention de l'ambassadeur tout à l'heure, qui n'a fait que résumer
l'état d'esprit. J'entends depuis tout à l'heure une critique strictement orientée sur la situation hospitalière, sur les déficits, sur les coûts, sur la T2A, sur toute une série de choses. Je pense que, pardonnez-moi, c'est une critique facile. Au milieu d'une situation extrêmement complexe. Par exemple, quand vous parlez d'hôpitaux, vous parlez d'hôpitaux publics, d'hôpitaux privés à but non lucratif ou d'hôpitaux lucratifs. Je vous rappelle que pour des raisons qui sont la réalité, que je n'approuve pas forcément, les établissements lucratifs équilibrent leur budget, mais je les mets de côté parce qu'ils sont dans une logique plus commerciale. Donc, ce n'est pas ma référence. Mais pour avoir dirigé la Croix-Rouge pendant 9 ans, avec 650 établissements, je peux vous dire qu'il y a des hôpitaux privés à but non lucratif qui ont des budgets équilibrés. Et donc, si on a une partie des hôpitaux qui sont équilibrés et les autres qui ne le sont pas, on peut se poser la question de savoir pourquoi. J'ai donc posé la question lorsque j'exerçais des responsabilités de ministre, et j'ai compris que les hôpitaux publics portaient une charge supplémentaire que les hôpitaux privés à but non lucratif, qui était la formation, qui était la précarité, l'indigence, qui était la recherche et l'innovation, que n'avaient pas les hôpitaux privés à but non lucratif. Mais donc, on est dans un autre domaine que le soin dans ces sujets-là. Et la formation devrait être prise en charge par le ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche par le ministère de la Recherche, la précarité par le ministère des Affaires sociales, laissant la maladie sur le même point. Car une appendicite, elle coûte la même chose à l'hôpital Saint-Joseph privé à but non lucratif qu'à un hôpital public. Et donc, je pense que quand on critique, on n'a pas la totalité des données. Oui, la T2A aujourd'hui apparaît comme une monstruosité parce que c'était un système prévu pour marcher sur 2 jambes. La T2A qui prend en compte qu'une appendicite, elle coûte le même prix ici, là ou ailleurs, mais qu'il y a tout ce qui relève de l'intérêt général, de l'action publique, et qui relève d'un financement de l'État, c'est-à-dire les MIGAC, et que, évidemment, l'État a supprimé les MIGAC parce que ça dépend de son budget qu'il veut équilibrer, et du coup, on fait porter le poids de ces missions sur la T2A qui n'est pas prévue pour ça, d'où la T2A ne marche pas. Et donc, je trouve que la critique, à cet égard, est un peu facile. Ensuite, je vais plus loin, et Madame a tout à fait raison, j'ai cité les États-Unis. La France fait partie des 2 pays qui dépensent dans le domaine de la santé la plus grande partie de leur richesse en termes de produit intérieur brut. Or, les Allemands qui dépensent 4% de moins que nous sont aussi bien soignés que nous. Que je sache, il n'y a pas une mortalité accrue, il n'y a pas une injustice pire que chez nous. Simplement, j'ai une expérience familiale d'enfants nomades. Eh ben, je peux vous dire qu'ils ont une opinion sur le système français désormais qui est du gaspillage, qui n'est pas la sagesse et le bon sens de la prescription, et qu'il faut, quand on veut étudier le système de santé en termes de justice, apprécier l'ensemble de tous les éléments. J'ajoute aussi, par rapport à d'autres pays, le poids d'une législation du travail avec la réduction qui a bouleversé l'organisation des hôpitaux, faisant qu'on n'est plus centré sur le malade, mais sur le temps de travail des personnes qui y sont, et que le malade, du coup, passe au 2e plan. Et donc, quand on critique, je crois, un système, il faut prendre en compte tous les paramètres, et à ce moment-là, on peut s'exprimer. Et le 2e point que je voulais dire, et j'en arrêterai là, après l'intervention de Madame, infirmière et assistante sociale, d'abord je vous remercie d'avoir souligné qu'il y a une logique entre le soin et l'assistance sociale, parce que je pense qu'il faut absolument les rapprocher. Si j'avais le temps, je vous développerais une série d'exemples en termes de psychiatrie, de toxicomanie, etc. etc. Et malgré tout, j'approuve tout à fait ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel, mais ça ne m'étonne pas, car on est quasiment tout le temps en parfaite phase. Je pense que notre évolution sociale au fil de l'histoire, elle est toujours sur un mode cyclique.
nous sommes arrivés à un point d'exaspération, pensant que c'est trop technique, trop économique et pas assez humain, d'où le souci éthique. Je pense que nous sommes, et d'ailleurs en entendant les jeunes générations, ça me rassure, on a l'envie de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'homme. L'homme tel qu'il est, dans son humanité, dans son amour, dans ses sentiments. Et je pense que nous n'avons pas eu la chance de vivre ce moment-là, mais nous y sommes. Quand vous avez 4 millions de personnes qui défilent, c'est parce qu'ils disent c'est pas possible, nous on veut donner une autre image de notre humanité. Elle est en cause, nous on va dire ce que c'est que notre humanité. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, à la fois au niveau citoyen, mais chez les professionnels, on se rend compte que notre système de santé n'est plus tout à fait ce qu'on souhaiterait qu'il soit, et je pense qu'on va faire mouvement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le débat entre justice et charité pourrait être dû à l'évolution de nos mentalités? Nous sommes dans une situation où l'individualisme fait en sorte que jamais nous ne donnerions autant que ce que nous donnons pour la santé, même si je suis d'accord avec toi, on gaspille par charité, car beaucoup de gens pensent à eux-mêmes. Et je crains fort le moment où c'était évoqué par un des jeunes, des gens qui auront eu une médecine prédictive qui pourra les rassurer sur leur absence de risque, diront tout d'un seul coup, et je ne vois pas pourquoi je continuerai de cotiser au même titre que les autres. Après la fuite des millionnaires, on risque d'avoir la fuite des bien portants. Car il n'y a pas de solidarité, et la solidarité est bien ce qui se désagrège aujourd'hui dans nos sociétés. Est-ce que le débat entre justice et charité n'est pas tout simplement le rattrapage de la disparition de la charité et de l'amour? Mais, attendez, alors, je ne vais pas accaparer le micro et on va le partager, mais moi, ce qui me semble, c'est qu'on ne peut pas dissocier justice et charité, mais ce qui me gêne dans la charité, c'est qu'elle dépend exclusivement de celui qui va donner. Alors qu'il y a un couple, celui qui a besoin et celui qui donne. Et il y a une relation asymétrique dans la charité. Il y a celui qui est debout, possédant, donnant, et puis celui qui est à terre, démuni et attendant, dépendant. Et donc c'est pour ça que la justice vient rééquilibrer cette notion de charité. Et comme on l'a vu dans le domaine médical avec la loi que tu as citée sur le droit des malades et la qualité des soins, je pense qu'il faut casser toute relation humaine qui est asymétrique. On en parlera demain matin avec la bienfaisance aussi. Juste aussi, pour compléter un peu, moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. J'aimerais aussi souligner que si on est passé de la charité à la justice, c'est parce que dans le domaine des soins, la charité a échoué, comme dans le domaine de l'assistance sociale. On ne peut plus, dans une société aussi complexe que la société moderne, dès le XVIe, XVIIe siècle, on peut dire que ça a commencé, avoir un système qui prend en charge les gens qui ont des besoins, qui repose uniquement sur la bienveillance personnelle. J'aimerais encore ajouter qu'il faut faire attention au retour de la charité. Bon, les termes sont un peu pipés, hein, charité, amour, maintenant on parle beaucoup d'empathie, c'est pas la même chose, mais enfin, c'est aussi de ces attitudes. Voilà. Mais qui milite notamment pour le retour de la charité contre la justice? C'est le Tea Party aux États-Unis, qui pense qu'effectivement il faut casser les systèmes de solidarité sociale pour les remplacer par l'initiative personnelle, parce qu'ils pensent, alors c'est des optimistes, hein, ils pensent qu'on est naturellement généreux et que ça va bien fonctionner. Moi j'ai le pire doute par rapport à ce genre de politique-là. Je suis moins entier, ça méritait un débat pour l'année prochaine, que Jean-François Mattei sur sa conception dans le texte que je mettrai en ligne. J'aborde la question de la dissymétrie, parce que c'est une première vision des choses. Moi je pense qu'il faut qu'on se responsabilise. C'est-à-dire qu'on restaure à la fois une culture, j'allais dire, d'intérêt général, mais également de l'engagement individuel. Je ne vois pas comment l'un peut aller sans l'autre. Et donc, quand je regarde, par exemple, on susurrait tout à l'heure, la notion de tzedaka, de justice, c'est de l'ordre de l'universel, c'est une obligation,
Et c'est pas, quand on regarde, d'ailleurs, il y a un texte yiddish qui parle de ce mendiant qui ne veut pas de l'argent parce qu'il considère qu'il n'y a pas la dignité au rendez-vous. Je pense qu'il faudrait qu'on aille en profondeur. Il y a une certaine manière, non pas de donner, mais d'exprimer à l'autre qu'on fait partie d'une communauté qui nous engage réciproquement. Alors je le dis maladroitement parce que j'ai pas les mots pour le dire, mais c'est quand même très réconfortant de savoir que ça existe et que c'est considéré comme une obligation morale discrète. Je le dis maladroitement, mais dans mon texte, je crois que je le dis mieux que je le dis. Là, j'ai été entravé de tout mon lyrisme, puisqu'il a fallu improviser. Je voulais juste marquer le fait qu'on ne peut pas se satisfaire comme ça a priori de dire parce que c'est discrétionnaire, arbitraire d'une certaine manière, on doit déqualifier la charité. Ça fait quelquefois partie d'un vrai discernement, d'une vraie conscience de ce que sont nos obligations, dans une certaine forme de réciprocité. Encore une fois, pour moi, c'est le fond même de l'altérité, de la responsabilité pour l'autre. Et un autre point, on a cité des philosophes, mais un philosophe qui nous anime quand même au niveau de l'éthique, c'est Emmanuel Levinas. Je pense que derrière notre réflexion sur la notion de justice, il y a quand même le devoir de non-abandon. Voilà. C'est-à-dire comment demeurer présent à l'autre, y compris d'ailleurs quand il n'est même plus présent en lui-même. Ce qui me frappe énormément dans la relation qu'on a avec des personnes en situation de vulnérabilité, c'est comment leur identité, leur relation à soi, leur souci à eux, s'est abrasé dans la déroute et dans l'exil. Et donc, dire qu'on est un monde hospitalier, qui, comme ce matin, consacre une attention déjà à cette question, même si on n'a pas les réponses, le fait même d'y consacrer une attention. Et moi, je trouve lumineux l'intervention aussi bien de l'ambassadeur, puisqu'on a une éminence, que du grand témoin. Donc c'est extrêmement prometteur que vous ayez investi ce champ et que vous posiez ces questions, qui sont vos questions, qui sont nos questions, et qui doivent être vécues, assumées en termes de responsabilité à la fois individuelle et collective. Et je trouve que j'avais déjà eu l'expérience du forum de bioéthique, on sort rassuré. C'est-à-dire de dire que ces questions sont encore posables et qu'il y a des gens pour y apporter du sens. Là, la question qui me semble importante, vous avez, on cite souvent la formule de Nietzsche, être responsable, c'est tenir ses promesses. On sent encore davantage un teneur de promesses, porteur de promesses, quand on participe à ce type de débat, même si on n'a pas les bonnes réponses et même si on n'est pas utopiste, pour faire plaisir à Bernard. Moi, je voulais simplement dire que, Emmanuel, rassure-toi, il n'y a pas du tout d'écart, de différence entre notre appréciation. Je pense au contraire que charité et justice sont complémentaires, sont nécessaires l'une et l'autre. Il me semble bien l'avoir dit d'ailleurs dans l'évolution des encycliques tout au long des 100 dernières années. Manifestement, la justice est venue se surrajouter parce que la justice, elle organise différemment les rapports entre les uns et les autres et elle assure le droit des plus faibles, car la charité, nous y tendons, nous la souhaitons, nous la voulons et parfois nous la pratiquons, mais elle n'est pas garantie. Et que donc, c'est l'individuel face au collectif. Et donc, oui, pour tout ce que tu as dit sur la charité, ne parlons pas naturellement de l'optimisme quand on entend les jeunes générations. Voilà, je pense que nous avons tous compris qu'il nous faut les deux. Donc, le « ou » dans le titre, ce n'est pas un « ou » exclusif. Et je pense aussi que nous avons tous compris qu'il faut peut-être remplacer la notion de charité qui est chargée historiquement par d'autres mots comme sollicitude, responsabilité pour autrui, quelque chose qui relève du don et non du dû, etc. Tout ça, je pense, est assez clair. Et je pense un exemple particulièrement parlant sont les soins palliatifs. Tu as aussi beaucoup parlé de la rencontre avec la personne vulnérable, où on voit très bien que les deux sont nécessaires. Nous avons en France de plus en plus maintenant une législation à propos des soins palliatifs. On a même aussi théoriquement un droit à l'accès aux soins palliatifs, je pense depuis 1999, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça c'est important et ça relève de la justice. Et en même temps, nous savons tous que là, comme dans d'autres champs médicaux, tout dépend de la sollicitude personnelle, de la rencontre, de la responsabilité. Et les soins palliatifs sont même définis comme des soins qui concernent aussi le psychologique et voire même le spirituel.
Et on n'a pas du tout parlé aujourd'hui de la personne de l'aumônier, qui aussi est assurée par la loi. Donc, d'une certaine manière, c'est d'abord aussi une question de justice. Chacun a droit à un aumônier s'il le souhaite. Et en même temps, on sait que le travail de l'aumônier relève du don, de la rencontre. Voilà, et donc je pense que c'est un bon exemple pour expliquer le lien essentiel entre ces deux notions, charité et... Ouais. Vraiment une petite incidente, mais qui est apportée malgré tout. Tout à l'heure, Jean disait qu'il y a une distinction à faire entre la justice et la justesse. En tous les cas, c'était ce qu'il abordait. Je ne suis pas certain on verra tout à l'heure, parce que je crois qu'il y a un débat sur cette question, la notion de justice soit convocable lorsqu'on parle de la proposition de loi qui va réformer la loi Leonetti. Et cette notion qui est invoquée en termes de démocratie, c'est une question de justice que de faire valoir le droit à la sédation, etc. Je ne suis pas certain en tous les cas que l'applicabilité du concept de justice dans des domaines de cette nature soit véritablement recevable, là où je verrais beaucoup plus le concept de sollicitude et des valeurs d'humanité. En tous les cas, je me permets d'implanter cette question au débat qui va avoir lieu sur ce sujet à plusieurs reprises dans le cadre du forum. Alors Jean Matos, ensuite Madame. C'est justement pour rebondir par rapport à ce que Madame disait tout à l'heure, par rapport au est-ce qu'on pourrait un jour imaginer de prévoir une formation sur l'amour auprès des professionnels. Bon, évidemment, si vous posez la question dans ces termes-là, la réponse est toute trouvée. Mais pour ma part, intervenant comme ça dans différents lieux auprès des équipes de soins, des équipes médicales, évidemment, je ne vais pas leur parler d'amour d'abord, mais je suis frappé de voir à quel point on revient toujours et sans cesse et de plus en plus vite à la question du sens. À la question du sens. Pour ces équipes qui sont sollicitées aujourd'hui par tant de pression au niveau du temps, de la rentabilité, etc., qui ont de plus en plus de mal à percevoir le sens même de cet art, permettez-moi d'appeler la médecine un art, et finalement de retrouver les fondamentaux que moi je retrouve de plus en plus. Emmanuel Hirsch citait Emmanuel Levinas, j'aime aussi beaucoup Paul Ricoeur, évidemment, dans toute l'approche du souci de l'autre, de la relation interpersonnelle, de la correction de la symétrie, bref, des fondamentaux. Enfin, je me surprends moi-même à revenir finalement à des choses, alors que je viens là d'abord pour les aider, par exemple, à mettre en place des procédures collégiales, etc., voilà, des techniques, des outils, mais très vite, voilà, on bascule dans la question finalement du sens, et qui dit le sens, dit ce qui fait l'âme, permettez-moi le mot, de la médecine, l'amour. Oui, allez-y. Je voudrais connaître Prochasson, je viens de Bourgogne. J'ai été de nombreuses années bénévole d'accompagnement en soins palliatifs. Donc je voudrais simplement rajouter dans la dimension, juste pour compléter, qu'il ne faut pas oublier dans tout ça tous les bénévoles en France dans un domaine soit médical, soit social. Je pense aux pompiers bénévoles, je pense à la Croix-Rouge bénévole, je pense à dans toutes les associations, aussi bien qui travaillent dans le soin que dans le social. En particulier aussi en ce qui concerne la contraception, je milite aussi dans ce domaine, le droit des femmes. Et là, il y a une dimension de générosité, d'humanité, donc tout ce qui est profondément humain, dans le don. On reprend des mots qu'on a entendus ce matin, qui peuvent peut-être se résumer dans notre belle devise nationale, le mot fraternité, on l'a dit. Merci. Merci. Permettez-moi une question un peu provocante à qui veut l'attraper au bon. Comme d'hab. On risque de passer à la prise en charge à 100% des actes médicaux. Est-ce que ce n'est pas une manière de rentrer encore plus profondément dans la justice ? Et dans la justice et que dans la justice, au détriment de l'autre paramètre du soin. C'est-à-dire ? Non, mais c'est un petit peu le monde idéal que mon collègue catholique où il a fallu fermer les yeux. D'ailleurs, l'encyclique Deus Caritas Est de Benoît XVI parle de cela. Même imaginons un monde où il n'y a aucun problème de finance et où on pouvait à 100% assurer l'accès aux soins, il faudrait quand même encore cet autre, ce qui est au cœur de la relation médecin-patient, qui relève d'autres choses, de l'amour ou
du don ou de la sollicitude. Voilà, je pense que la réponse est là-dedans. Juste pour ajouter une réflexion générale, chez Aristote, pour prendre quelqu'un qui s'occupait pas vraiment, voilà, il y a une pluralité des vertus. Et je pense que c'est très important, parce que s'il n'y a plus qu'une vertu, appelons la justice une vertu, il s'en est aussi d'ailleurs chez Aristote, qui domine le champ, forcément il n'y a qu'une partie de la réalité humaine qui est prise en compte, et c'est à mon sens forcément réducteur. Après, bien sûr, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire dans les détails, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a une autre demande de parole dans le public? Oui, exact. Il y a de cela aussi, c'est vrai. Bien, ben écoutez, on va vous laisser peut-être prendre un petit peu d'air déjà, applaudir tous les intervenants à la table ronde, les remercier. Merci à vous aussi, on vous retrouve à 14h30 à l'Aubette. Nous avons demandé qu'ils ouvrent la porte dans 10 minutes. À tout à l'heure, merci, au revoir.